Donc, bonjour à tous. Merci de Parfait. votre présence à ce direct du droit dédié aux entreprises en difficulté. Je suis Myriam Nicasse, responsable marketing et communication pour Inextinso. Au niveau de la logistique, je vous invite à poser des questions complémentaires à la fin des réponses qui auront été données par nos intervenants dans le chat directement et nous les prendrons au fil de l'eau. On a 22 questions, donc on va se dépêcher parce qu'en une heure, pour essayer de tout traiter. Si jamais certaines questions n'auront pas été traitées, par faute de temps, on recontactera les personnes qui auront posé les questions directement, soit par mail, soit par téléphone. Donc, rapidement, parce que nous avons des personnes qui ne connaissent pas notre groupe, je vais présenter Inextinso. Donc, Inextinso est le leader de l'expertise comptable et du conseil aux TPE et PME en France. Qui dit leader dit 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, 160 000 clients, 7 300 collaborateurs présents dans 280 agences. Inextinso a pour objectif d'accompagner le chef d'entreprise et les dirigeants à 360 degrés, ce qui veut dire qu'on les accompagne depuis la création de leur activité avec l'Inextinso création reprise, en passant évidemment par l'expertise comptable, vu que c'est notre cœur de métier, le conseil en fusion et acquisition. Nous avons également un service dédié à la formation professionnelle pour nos clients. Nous intervenons également auprès des acteurs privés et publics de l'hôtellerie et du tourisme. Au niveau du dirigeant et de son activité personnelle, on va intervenir en gestion de patrimoine. En 2015, Inextinso a voulu étoffer son service juridique et a créé Inextinso Avocat, qui est un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires. Qui m'amène à vous parler des services juridiques au niveau national. Donc, ça représente 500 professionnels du droit répartis dans 80 agences, dont 8 cabinets d'avocats dirigés par 18 associés. Nous intervenons auprès des clients de PME, TPE, des collectivités, des particuliers, des fonds d'investissement, professions libérales, associations, dans des domaines de droit qui sont évidemment le droit des sociétés, le droit des affaires, la fiscalité et le social. Ça, ce sont nos domaines de droit spécifiques. Voilà. Nous avons aussi des expertises en droit plus particulières, notamment dans l'urbanisme, l'immobilier et la construction, les préjudices corporels, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, en droit international aussi, en propriété intellectuelle, et tout ce qui est cybersécurité et intelligence artificielle, RGPD, public et collectivité locale. Nous intervenons en conseil et en contentieux. Maintenant, je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont se présenter également rapidement. Donc, Carole, honneur aux femmes. C'est moi. Bonjour, je suis Carole Djurdjevic, je suis située en région PACA, je suis dans le groupe déjà depuis 4 ans, je suis manager juridique en droit des affaires et j'ai la particularité aussi d'avoir la double casquette avec le droit du travail et l'animation de la gestion de paye. Donc voilà. Et oula, couper le micro. Bien. Et avec la petite particularité, avant d'arriver au sein du réseau Inextinso, c'est que j'ai travaillé plus de... Ouais, alors c'est Je désactive. En revanche, il y a des Oui, micros parce que qui du sont coup, toujours allumés. Ouais, si voilà, parce que ça a désactivé tous les micros, pardon. Oui, donc je disais, avant d'arriver juste dans le réseau Inextinso, voilà. Juste avant d'arriver dans le réseau Inextinso, j'ai travaillé pendant plus de 8 ans en région centre auprès d'un administrateur judiciaire, ce qui m'a permis de développer une certaine compétence dans l'accompagnement des entreprises en difficulté. Parfait, Fabien, toi? Bonjour, donc Fabien Pelletier, je suis consultant associé au sein du cabinet Pléiade Consulting. Pléiade Consulting est une filiale du groupe Inextinso et nous avons vocation à être le bras armé du conseil, alors conseil en stratégie et en ressources humaines. Donc on intervient sur 3 axes, on intervient sur les mutations stratégiques et organisationnelles, donc dans les moments clés de l'entreprise, hein, comme par exemple une baisse ou une croissance rapide de chiffre d'affaires qui peut gérer des problématiques de BFR.
On intervient sur des problèmes de gouvernance, cession, acquisition, pivotement de business model. Et on vient avec des solutions donc, concrètes et adaptées pour avoir fait en général un diagnostic de l'entreprise. On intervient également sur du management et du recrutement, donc pour renforcer le leadership, accompagner le changement et puis recruter. Donc on recrute à des postes de middle et de top management. Et puis enfin, on intervient sur de la performance opérationnelle avec de l'optimisation de processus, de structuration d'organisation. Et puis on essaye de booster les performances. Et donc, à titre perso, moi, je suis ingénieur agro de formation et j'ai fait 10 ans de retournement d'entreprise en prenant les mandats sociaux de structures qui allaient de 2 millions à 60 millions de chiffre d'affaires et de 20 à 200 personnes, avec pour mission qui m'était donnée par les propriétaires, les fonds ou les actionnaires, de retourner et de remettre in bonis la structure. Voilà, donc on rayonne pardon, sur toute la France avec une vingtaine de consultants et quelques spécialités. Voilà. Parfait. On attaque avec la première question. Quels sont les signes précurseurs d'une prochaine difficulté d'entreprise et à partir de quel moment peut-on considérer que mon entreprise est en difficulté si elle est en capitaux propres négatifs? Alors, je vais démarrer sur quels sont les signes précurseurs d'une prochaine difficulté d'entreprise. Il y a, il y a quelque chose qu'il faut regarder très vite et qu'on ne regarde pas bien, c'est le sommeil du dirigeant. Donc, le sommeil du dirigeant est souvent signe d'une prochaine difficulté d'entreprise. Mis à part la blague, c'est souvent vrai. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui ne dorment pas bien parce qu'ils ont des difficultés de trésorerie, des difficultés de commerce, des difficultés de gouvernance, ou au contraire, ils ne dorment pas bien parce qu'il y a des opportunités qui sont incroyables. Donc, il faut saisir très très vite des sessions ou des business, et ça peut poser des problématiques d'organisation. Donc, pour revenir à des choses plus terre à terre, les signes précurseurs d'une prochaine difficulté, c'est souvent la trésor. Oui. La trésor qui est qui est l'indicateur à regarder. Je vais faire une comparaison qui est pas très joyeuse, mais la trésorerie, c'est le sang qu'on a dans l'entreprise. Et si vous êtes atteint d'une maladie beaucoup plus difficile, si demain vous allez aux urgences parce que vous vous êtes sectionné la carotide, on va s'occuper d'abord du sang plutôt que de la maladie grave. Donc c'est bien la trésor le précurseur d'une prochaine difficulté d'entreprise. Il y en a plein d'autres, mais il faut regarder Ouais. sa trésor et son BFR. Ok, tu veux rajouter quelque chose, Carole? Non, pas du tout. C'est exactement ça. Effectivement, c'est au niveau de la trésorerie. Puis à partir de quel moment peut-on considérer que mon entreprise est en difficulté? Alors, moi, je ne colère pas, je n'associe pas les capitaux propres négatifs avec la difficulté d'entreprise. Ça peut être un signe, mais pas toujours le cas. Par exemple, quand vous voyez une entreprise qui commence un début d'activité, une première année d'exercice, vous avez des capitaux propres certainement négatifs, et puis pourtant, vous n'êtes pas encore en difficulté. Ou pareil, on a l'exemple des sociétés qui investissent beaucoup, qui vont être en capitaux propres négatifs et pareil, qui ne vont pas spécialement être en difficulté. Donc ça n'a vraiment pas de lien. Les difficultés d'entreprise n'ont pas de lien avec les capitaux propres. Même si ça peut être un signe, ce n'est pas systématique. Ok, question suivante. Quels sont les outils et dispositifs juridiques à ma disposition pour protéger mon entreprise? Quelles aides et quels outils accompagnement sont gratuits? Les outils dispositifs. Ah, pardon. Non, vas-y, je te laisse démarrer, Carole. Non, les outils et dispositifs juridiques, en fait, vous allez avoir, c'est le code de commerce qui les déploie. Vous allez avoir plein de procédures, qu'elles soient amiables, mandat ad hoc, conciliation, et après des procédures beaucoup plus qui rentrent dans le vif du sujet qu'on appelle collectives, qui sont publiques, qui sont soumises à publicité. Et donc, vous avez les procédures de sauvegarde, les redressements et les liquidations. Donc, vous passez devant généralement les tribunaux de commerce ou tribunaux judiciaires selon l'activité de la société. Mais tout ça est défini effectivement par le code de commerce. Alors, on ne les connaît pas toutes. Il y a des particularités. Vous avez la théorie et la mise en pratique pour la mise à disposition de tous ces outils. Et concernant ceux qui sont gratuits, parce qu'on cherche toujours la gratuité, les dispositifs aujourd'hui gratuits, si par exemple vous avez des difficultés avec vos établissements bancaires sur des financements, vous avez par exemple la médiation du crédit qui est gérée par la Banque de France, ou là qui est gratuite. On vous met à disposition un médiateur et qui intervient au préalable dans la négociation avec vos banques. Ça vous accompagne et c'est complètement gratuit.
Après, toutes les mesures d'accompagnement, si vous allez faire appel à un administrateur, à un cabinet de conseil, automatiquement, vous allez avoir une facturation et des honoraires qui suivent en fait cet accompagnement. Pour compléter ce que dit Carole sur le premier sujet, mais qui est en lien avec la question, mais qui est surtout très en amont, c'est avant de rentrer sur des dispositifs juridiques et des outils pour protéger mon entreprise, il faut vraiment anticiper et donc ne pas hésiter à aller voir justement soit vos conseils que sont les experts comptables, les avocats ou des cabinets de conseil pour pouvoir anticiper avant d'arriver en dispositif juridique où là on rentre dans des mécanismes qui sont moins rigolos. Et effectivement, je rajoute, j'en profite, l'un des dispositifs également qui est gratuit, si vous avez des difficultés de trésorerie, il faut toujours cibler votre endettement, en fait. Il faut voir quelle est la nature de votre endettement. Si votre endettement est axé sur des fournisseurs, ça va complètement être autre chose que sur des établissements, sur les créanciers publics. Sur l'État. Par exemple, voilà. Si vous avez des dettes, par exemple, de TVA, d'URSSAF, les cotisations patronales, des choses comme ça, vous avez la possibilité, avant d'arriver dans le dur auprès du tribunal de commerce, vous avez la possibilité de saisir ce qu'on appelle la CCSF, qui est le service des chefs des services, la commission des chefs des services financiers. En fait, c'est la DGFiP c'est gratuit dans sa saisine, c'est-à-dire que vous avez créé des dettes sociales et fiscales et cette saisine qui vous permet d'avoir des échéanciers de vos dettes uniquement sociales et fiscales sur une période de 12, 18, 24 mois maximum. Et ça, c'est pareil, l'État regarde attentivement en fait ces demandes d'échéancier. Et ça, pareil, la saisine de la CCSF est gratuite. Ok, on a une question sur les associations, mais on la reprendra tout à l'heure parce qu'elle va rentrer dans. On en a d'autres sur les associations. Oui. Question 3. Quelles sont les principales différences entre les procédures de mandat ad hoc et de conciliation? Laquelle privilégier pour rétablir la situation au mieux? Je ne veux pas vous sortir le cours du code de commerce et de droit, ça va intéresser personne, ce n'est pas le but. En fait, c'est dans la pratique. La procédure de mandat ad hoc et la procédure de conciliation, c'est deux procédures différentes. Normalement, en principe, quand vous êtes en mandat ad hoc, vous n'êtes pas en état de cessation des paiements, donc vous avez toujours votre trésorerie pour payer vos dettes courantes. Alors qu'en conciliation, vous pouvez être en état de cessation des paiements sur une durée maximum de 45 jours. C'est un peu de charabia. Comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est tout simplement confidentiel les deux et vous arrivez devant le président du tribunal de commerce. Et c'est le président du tribunal de commerce qui est votre seul interlocuteur. Vous n'êtes pas face au tribunal en tant que tel, c'est vraiment que le président. En pratique, comment ça se passe? Généralement, le mandat ad hoc n'a pas de délai de durée de procédure. Donc du coup, on négocie avec généralement les créanciers, bancaires principalement. Et donc on négocie pendant la phase de mandat ad hoc. Une fois que toutes les négociations sont faites, on bascule en conciliation, et ce qui nous permet en fait, pour les créanciers, d'avoir ce qu'on appelle un privilège de new money. Ils sont super privilégiés si jamais il y a une difficulté, il y a un redressement et une faillite par la suite. Donc, généralement, c'est des procédures qui se complètent. On négocie en mandat ad hoc, on passe en conciliation pour avoir des privilèges bien spécifiques pour les créanciers, ce qu'ils n'ont pas en mandat ad hoc. Et aussi une différence en conciliation, si par exemple vous avez un PGE et une demande de rééchelonnement de votre PGE, ça se fait et tout à travers une conciliation. Donc pour répondre à la deuxième, et je pense que tu allais y venir, Carole, pour laquelle privilégier pour rétablir la situation au mieux, on n'y en a pas. Ça dépend de votre cas. Voilà. Ça dépend de votre cas, et donc il n'y a pas on n'a pas le choix, en gros. Voilà, c'est ça. Et puis il n'y en a pas une mieux, que l'autre. C'est vraiment adapté à votre situation. Ok. Question 4. En quoi consiste la restructuration d'une entreprise? Alors, si vous avez 2 heures, on va commencer. Chapitre 1. Alors, la restructuration d'une entreprise, elle est multiple et elle dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez des entreprises dans lesquelles la restructuration est une restructuration financière. Donc là, j'ai un pépin de trésor, j'ai un pépin qui va venir de trésor, ou alors j'ai un client qui ne m'a pas payé. Aujourd'hui, au tribunal de commerce, en tout cas ceux que je pratique, il y a plus de la moitié des entreprises qui déposent le bilan, qui le sont non pas à cause de problématiques de chiffre d'affaires ou de rentabilité, mais qui le sont à cause de problématiques de trésorerie. Donc la restructuration d'une entreprise, elle peut être financière. Donc comment je fais pour réétaler ma dette? Comment je fais pour aller chercher de l'argent? Donc ça, c'est une première partie. Donc là, on met
tout un tas de choses en place, mais qu'on va, je crois, Myriam, évoquer dans d'autres questions qui sont après. Il y a des restructurations qui sont des restructurations RH, on va dire. C'est-à-dire que vous n'avez plus, dans le développement de votre entreprise, les bonnes personnes aux bons endroits. Donc, on est obligé de faire soit des ruptures conventionnelles, qui sont des ruptures conventionnelles, donc individuelles ou collectives. On est obligé de faire un petit alors, ménage, le mot n'est pas bien choisi, mais on est obligé de remettre les gens aux bonnes places. Donc, nous, on appelle ça, c'est pas très joli, mais c'est le sécateur, l'engrais et la greffe. Donc, le sécateur, c'est de qui je dois me séparer et on a le droit, et j'ai envie de vous dire, on a le devoir de se séparer de façon correcte aujourd'hui de collaborateurs et on a plein d'outils pour le faire. L'engrais, c'est de regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les gens qui sont dans l'entreprise pour pouvoir affronter les diverses opérations qui sont à venir. Et puis la greffe, donc d'aller chercher à l'extérieur des gens qui peuvent nous aider à cette restructuration. Et puis je vois une troisième restructuration qui est une restructuration de business model. Il y a des entreprises qui sont en train d'avoir des difficultés, qui ont des difficultés, qui peuvent même mourir parce que leur business model n'est plus adapté. Alors ça va parler qu'aux vieux comme moi, mais j'espère que celui qui faisait des Minitel à l'époque s'est posé la question de ce qu'il allait faire après. Et on a aujourd'hui plein d'entreprises qui se posent la question de leur business model parce que ça nécessite de revoir complètement le mindset de la boîte et donc de restructurer l'entreprise. Ouais, effectivement. Si par exemple, vous êtes dans une activité d'imprimerie depuis quelques années, il faut revoir le business model, voilà, effectivement. Donc, généralement, nos clients qui sont dans ce secteur d'activité se refondent complètement et revoient complètement leur secteur, leur clientèle, voilà. Et là, on est sur une restructuration d'entreprise. Il y a La la restructuration, restructuration, c'est pas voilà. forcément un plan social. C'est ça. Il y a la restructuration interne qui fait que je n'ai plus les équipes adaptées ou ainsi de suite. Et puis il y a la Ouais. restructuration, on va dire, externe qui m'est imposée par l'extérieur où je vois la question sur les associations suite à la baisse de la taxe départementale. Il va falloir qu'on change de business model, il va falloir se restructurer. Ok. Question 5. Quelle serait l'évolution des PGE, abandon partiel en 2025? Est-ce que la majorité des entreprises ne seraient pas en difficulté à cause du PGE qu'elles doivent rembourser? Qui s'y colle? Les deux, on y va les deux avec Fabien. Ouais. Non, l'évolution des PGE, aujourd'hui, en fait, on a eu tellement de changements, on n'a pas encore de loi de finances. On sait simplement qu'il y a une prolongation en fait, de l'échelonnement jusqu'au 31 décembre 2026 de tête. Il y a peut-être des abandons partiels qui sont envisagés, en tout cas rien de concret aujourd'hui. Est-ce que les entreprises sont en difficulté à cause du PGE? Oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, ça accélère parce que là, il faut les rembourser. Donc, en termes de trésorerie, c'est compliqué. Mais ça veut dire qu'initialement, est-ce que le modèle économique avant crise Covid était déjà le bon? Est-ce qu'il n'y avait pas des difficultés de trésorerie avant crise Covid? Et tout simplement, le PGE a permis de reculer pour mieux sauter. Vous l'avez tous entendu parler, je pense, parce que c'est quelque chose qui a été relayé par les médias. On parlait d'entreprises zombies, Ouais. c'est-à-dire des entreprises qui auraient dû mourir de toute façon avant le Covid et qui ont profité du Covid. Alors, profiter, c'est pareil, hein, je mets des guillemets, mais qui ont profité du Covid pour aller chercher d'autres financements. L'urgence était telle que, oui, alors ça, je peux vous le dire, parce que statistiquement, j'en ai vu des entreprises qui n'auraient pas dû être financées et qui Ouais. l'ont été, et qui font que là, aujourd'hui, elles sont dans des situations où on est en cessation des paiements et que ça va être la fin. On a remis un peu de carburant dans le moteur, mais non, ce n'est pas la majorité des entreprises qui sont en difficulté à cause du PGE. Celles qui l'étaient avant le PGE n'a pas résolu les problèmes. Non. Et c'est la régulation naturelle du marché. En fait, on est vraiment presque sur la sélection naturelle du marché. C'est-à-dire que quand vous avez des sociétés malheureusement qui font faillite et qui disparaissent, ça permet de laisser la place à d'autres. Et en fait, là, le fait d'avoir mis sous perfusion à travers le PGE, entre autres, toutes ces sociétés qui étaient certainement déjà en difficulté, qui allaient mourir, ça a bloqué complètement le marché. Il n'y a pas eu de régulation naturelle. Et la régulation naturelle, elle commence déjà l'année dernière et encore plus de manière accélérée cette année. Et d'autant plus qu'on sait que les entreprises qui ont majoritairement souscrit des PGE, elles avaient déjà des niveaux de trésorerie qui étaient inférieurs aux entreprises qui n'ont pas contracté de Eh ouais. PGE. Voilà.
Ok, question suivante. Alors, le président associé unique d'une SAS met en sommeil sa SASU en difficulté avec des dettes fiscales et sociales accumulées importantes, sans trésorerie pour les régler, et ouvre une seconde société, SARL, gérant majoritaire, opérant sur la même activité. Quels sont les enjeux pour le dirigeant et pour la SASU? Peut-il être poursuivi personnellement en règlement des dettes ou limité seulement aux apports sur la SASU? La SARL est en bénéficiaire et en bonne santé financière. Est-ce la mise en redressement et liquidation pour insuffisance d'actifs de la SASU la meilleure solution? Je vais laisser répondre la juriste, mais avant la C'est juriste, drôle. ça, quand Petit on lit malin. ça, ça pue, hein. C'est-à-dire que ça sent quand même le trafic bizarre. Bref, si nous, on pense, en n'étant pas des gens de l'État, que ça sent pas bon, ça va mettre la puce à l'oreille à plein de gens, donc je préfère pas donner le nom. Donc, ça sent la magouille, quand même. Alors, je suis pas procureur de la République, moi. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, j'ai levé la main, mais apparemment, ça n'a pas été Ah, pardon. vu. Ouais. Je voulais poser une question. Alors, c'était sur le 4, la partie 4 sur la restructuration d'une entreprise par rapport à la révision du business model. À qui on peut s'adresser pour quand on comprend qu'effectivement, il faut qu'on modifie peut-être notre business model. Et la deuxième question, c'était, je suppose que revoir un business model, c'est aussi devoir investir ou voilà. Et donc, quand on a déjà peut-être quelques difficultés de trésorerie, comment on peut modifier un business model alors que peut-être que les investissements, on n'a pas pour l'instant les moyens de les réaliser. Alors, ça s'appelle. Alors, première réponse, à qui vous vous adressez? Ben, à des gens comme nous. Donc là, ça, c'est notre. Ben, non, mais c'est notre business au quotidien. Donc, on est interrogé par des clients et des prospects qui sont en demande justement de retravailler leur business model. Donc, ça se fait généralement en partenariat avec l'expert comptable, parce qu'on a besoin des hommes du chiffre pour faire ça. Et puis pour répondre à votre deuxième question, si vous avez quelques difficultés de trésorerie, mais qu'on a besoin malgré tout de basculer de business model, bah, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher de l'argent. Einstein, c'est de faire tout le temps la même chose en pensant que le résultat sera différent. Bah, si on ne change pas les choses, votre trésorerie va encore plus se dégrader. Si on change de business model, qu'on arrive à montrer qu'il y a un ROI, un retour sur investissement qui va être là, on peut aller rechercher du financement, que ce soit du financement bancaire, de l'intervention de fonds d'investissement. En tout cas, c'est l'avenir que vous allez pouvoir vendre pour aller rechercher du cash. Voilà. Et puis, un exemple concret, comme cité effectivement juste avant, c'est la fameuse CCSF, par exemple. Alors, il ne faut pas le dire à l'État, mais vous créez volontairement de la dette sociale et fiscale pendant 3 mois, pas plus, parce qu'après, vous avez les saisies sur les comptes et les huissiers, Ouais. donc c'est pas terrible. Donc, vous créez volontairement de la dette sociale et fiscale pour avoir un échelonnement beaucoup plus important, et ce qui vous permet en fait de recréer de manière artificiellement pendant 3 mois un petit apport de trésorerie. Ça, faut le jouer si vous avez quand même relativement pas mal de salariés et de TVA à récupérer, Bah parce oui, que oui. si c'est pour Mais si récupérer vous êtes 3 tout 000 seul, euros, oui, non, ça c'est sûr, on est d'accord. Ok, Je vous merci invite à beaucoup. poser, je vous invite pour les prochaines questions à les poser via le chat, ce sera plus facile pour les voir. Donc, pour la question 6. est-ce que vous avez des compléments à apporter? Donc, Carole, tu n'es pas le procureur, hein, mais vas-y. Voilà, alors je ne Voilà. suis pas procureur de la République. Pas Donc encore. déjà, tout va bien. Mais c'est un petit malin, la question 6. En fait, je donne toujours l'exemple. Si vous roulez à 200 km sur l'autoroute, vous pouvez rouler à 200 km/h. Voilà. Le problème, c'est que si vous vous faites pincer, c'est toujours la même chose. C'est que là, on est clairement face à du détournement d'actifs. Si vous avez créé de la dette sur une société, vous la fermez, vous ne payez pas vos dettes, et puis vous en recréez une autre, et puis on détourne l'actif. Là, c'est clairement une sanction pénale du tribunal. Si le procureur de la République se saisit, ce n'est pas automatique. Mais par contre,
il peut y avoir une saisine du procureur de la République qui a alerté par le mandataire judiciaire notamment, entre autres par les auxiliaires de justice, et qui regarde plus précisément ce que vous avez fait. Si vous n'êtes pas pincé, bah, écoutez, tant mieux pour vous. Si vous l'êtes, bah, effectivement, le risque, c'est d'avoir une action en complément de passif. Donc, en fait, on va chercher Sur la vos biens perso. responsabilité personnelle, voilà, du dirigeant. Et là, on n'est plus du tout sur la distinction patrimoine de la société et patrimoine personnel avec une scission. Pas du tout. On vient vraiment chercher le patrimoine personnel du dirigeant. Et là, c'est pas aller loin. terrible. Et c'est du pénal. Hein. C'est du pénal. Oui, à travers, effectivement. Donc, c'est du pénal. Donc, j'en ai qui peuvent prendre les risques, ils le prennent. Moi, je ne le prends pas parce que je suis une trouillarde, mais tout dépend les enjeux et tout dépend voilà, du cas de figure. Mais en principe, la loi l'interdit. Vous n'avez pas le droit de détourner un actif, d'arrêter votre société, laisser les dettes et en recréer une autre. Et surtout, vous avez le droit de refaire une activité, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit Maintenant, on ne met plus au pilori les sociétés, les dirigeants qui font faillite, comme dans le temps romain, heureusement. Vous avez le droit de reconstituer une société, de recréer une société, de refaire une activité, mais vous n'avez pas le droit de détourner de l'actif. Voilà. En revanche, si vous vous faites pincer sur un sujet comme ça, on pourrait vous condamner à ne plus gérer de boîte. Hein. Donc, il faut faire très attention. Et ça peut mettre des années à être traité. Hein. Là, moi, j'ai un cas de figure. C'est une condamnation, c'est une liquidation de 2018 et c'est en cours d'être traité là, par le procureur qu'en 2025. Hein. Donc, des fois, en fait, vous avez l'impression d'être passé entre les gouttes pendant un petit moment et puis finalement, ça vous rattrape 7 ans plus tard. Quoi. Et question 7. Quelles sont les démarches à entreprendre en cas de difficulté de trésorerie, démarches opérationnelles, administratives et légales? Alors, la première qui est l'opérationnel, la trésorerie, ça se constitue avec 3 éléments majeurs. Le premier, c'est qu'il faut facturer. Merci Fabien de cette formidable intervention. Donc oui, il faut facturer. Qui n'a jamais eu un artisan chez soi qui faisait des travaux au mois de mars et vous receviez la facture au mois de novembre? Mais ça tellement existe vrai. toujours. Oui. Donc, premier sujet pour avoir de la trésor, il faut facturer en temps et en heure. Deuxième sujet, il faut que vos factures soient incontestables. Donc, il faut passer peut-être un peu de temps sur les factures, mais quand la facture est envoyée, elle est incontestable. Et la troisième raison, ou le troisième sujet pour récupérer de la trésor, c'est d'aller chercher l'argent. C'est-à-dire que si vous avez des délais de paiement qui sont à 60 jours, on va dire, bah, le 55e jour, il faut envoyer un petit mail en disant, ou un SMS, enfin faire des choses en automatique. N'oubliez pas de payer votre facture. Et si le 60e jour, vous n'êtes pas payé, on relance. Et c'est comme les antibiotiques, hein, il faut frapper vite, fort et longtemps. Parce qu'après, on rentre dans des sujets qui sont de l'administratif. Et là, je vais laisser Carole, et on n'est plus dans les mêmes sujets. Mais ça, je partage complètement. Hein. Si vous mettez 6 mois à lancer votre facture, déjà dans 6 mois, votre client il vous a oublié, que ce soit un pro ou un particulier, et puis là, vous courez encore plus après le recouvrement de votre facture. Donc, je suis complètement d'accord. Après, sur les démarches administratives, bah, vous avez un process dans le recouvrement, mais là, effectivement, c'est beaucoup moins drôle. Donc, premier courrier recommandé, deuxième courrier recommandé, mise en demeure, et puis après, vous avez toutes les injonctions de payer. Si vous avez la base en fait d'une facture qui n'est non contestée, tout se fait en plus de manière dématérialisée directement sur le tribunal digital sur Internet. Donc ça c'est très pratique, il n'y a plus besoin de se déplacer, de faire des dossiers complets. Voilà, il faut envoyer votre facture et saisir le tribunal compétent. L'un des points, je ne me rappelle plus si c'était une question par la suite, mais aussi l'un des points très très importants pour se prémunir des difficultés de trésorerie, c'est aussi bien cadenasser en fait vos conditions générales de vente. Oui, Les conditions générales, c'est une obligation, que vous soyez une toute petite entreprise ou une multinationale, c'est une obligation d'avoir des conditions générales de vente. Alors, on n'y pense jamais. Voilà, on les lit jamais, mais en fait, on les lit quand on en a besoin. Et notamment dans les difficultés d'entreprise et dans les procédures collectives, une clause qui est primordiale si vous faites de la livraison, par exemple, de matériel, c'est la clause de réserve de propriété, ce qu'on appelle une CRP. C'est une exception au gel des dettes, c'est-à-dire que vous avez livré un matériel, une marchandise à votre client, il ne vous a pas payé. Si ce client-là ne vous paye pas ou même tombe en procédure collective, eh ben, vous restez propriétaire de cette marchandise tant que le client final n'a pas payé l'intégralité du prix de la marchandise et du matériel livré. Donc c'est très important, mais pour ça, il faut que ça soit indiqué dans les conditions générales et au moment derrière au verso de votre facture.
Alors, les conditions générales de vente, je rebondis sur ce que dit Carole, doivent être un élément qui est au dos du devis, parce que Mm. s'il est qu'au dos de la facture, ça ne marche pas. Et il faut qu'il soit signé. Donc l'idéal, c'est d'avoir des conditions générales de vente que vous avez sur vos devis. Et en bas, il est marqué que par la signature, le client accepte sans réserve les conditions générales de vente qui sont au verso. Enfin bref, c'est bien en amont. Si vous dites, ouais, mais mes conditions générales de vente, elles sont sur la facture, c'est caduc, ça marche pas. Et demander des acomptes, hein. Mm. Ah oui, oui, ah oui, oui, Mm. ah oui, oui, des Demander acomptes. des acomptes, là maintenant, c'est Oui, c'est quasiment courant. oui, N'hésitez pas à demander des acomptes, hein, ça vous permet effectivement de ne pas trop gonfler de pas trop creuser votre fonds de roulement et c'est primordial, hein, pour se prémunir effectivement oui. d'éventuels impayés. Ok. Question 8. Quelle particularité réflexe doit-on avoir dans le cas d'une entreprise en difficulté? Euh, Arrêtez d'être dans le déni. Ça, c'est le premier sujet, mais qui Ouais. est très difficile parce que c'est un peu le syndrome du joueur au casino qui vient de perdre et qui dit Je il vais faudrait gagner, quand je vais même, gagner. ouais, je vais me refaire. Je vais me refaire. Donc, ça peut exister. Hein, c'est pas parce qu'on a un pépin de trésor, de commerce que votre entreprise est nécessairement en difficulté. En revanche, de se mettre systématiquement les mains devant les yeux en disant non, non, mais ça ira mieux demain, ça c'est difficile après à gérer. Donc les réflexes, bah, c'est d'ouvrir ses chakras. Donc c'est d'en parler au médecin de famille qui est souvent l'expert comptable en disant mais dis donc, je sais bien qu'on est à 10 mois du rendez-vous de bilan, ce serait peut-être bien qu'on puisse en discuter avant. Et j'ai deux, trois inquiétudes. Et c'est là où l'expert comptable qui vous connaît bien, qui rentre dans le chiffre, peut vous dire, bah oui, effectivement, là, tu as peut-être un problème de trésor, mais on sait pourquoi. Ou là, mais dis donc, ton commerce est bizarre, je ne comprends plus. Donc, de faire intervenir les personnes ad hoc hein, qui pourraient vous aider. Mais en tout cas, c'est plus de déni. Ça, c'est hyper difficile. Donc, ouais, ouvrez vos chakras, parlez-en à des gens de confiance. Vous allez avoir sur 10 personnes contactées, vous allez avoir 8 personnes qui vont vous dire non, non, mais c'est passager, c'est super ton idée, continue. Ouais, il faut aller voir les deux personnes qui vont vous dire mais dis non, mais t'as raison, ça semble compliqué ton histoire. Et de creuser, hein. C'est pas de se mettre dans la peau de celui qui vous annonce que des mauvaises nouvelles, mais en tout cas, plus de déni, je mets les choses à plat et j'accepte que ça gratte. Ouais. Je suis complètement d'accord. Pour avoir travaillé plus de 8 ans chez un administrateur judiciaire, vous savez, le plus difficile, c'est pas tant les procédures collectives, c'est la psychologie du dirigeant. Et maintenant et tout, effectivement, au sein du cabinet d'Inextinso, on est bien en amont des difficultés, on les voit. Vous avez beau alerter les clients en disant là, ça pue, là, on n'a pas de solution, là, il faut se redresser, là, il faut trouver une solution. On l'accompagne, c'est pas fait. En fait, c'est pas tant les prises de décision, c'est vraiment en amont la psychologie du dirigeant qui est primordiale, quoi. Il faut se On voit conditionner à ça. On voit une cinquantaine d'entreprises à peu près par an dans le cabinet et j'interviens, alors je le dis comme ça, j'interviens à mon goût un peu trop tard. Moi, je préférais qu'on m'appelle et qu'on appelle le cabinet en disant venez nous voir pour qu'on vous dise bah, écoutez, à ce stade, moi, je vois pas grand-chose à faire. On se revoit dans 3 mois en regardant si ça ne s'est pas amélioré, plutôt que d'intervenir systématiquement comme médecin urgentiste. C'est bien hein, aussi, hein, mais les marges de manœuvre, elles se réduisent au fur et à mesure qu'on ne prend pas les bonnes mesures. Donc, c'est appelez-nous, hein, appelez l'expert comptable, appelez qui de droit, pour qu'on puisse au moins avoir cet œil-là, quitte à ne rien faire, mais en Mm. tout cas d'être très en amont. Très, très, très en amont. Vous voyez, chez Inextinso, par exemple, on met en place ce qu'on appelle des dashboards, des tableaux de bord. Ben, ça vous permet de suivre quotidiennement, mensuellement. C'est des données qui sont mises à jour en fait par vos équipes comptables. Ouais. Et ça vous permet de suivre vraiment l'état de votre marge, votre chiffre, le recouvrement client, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et ça se suit quotidiennement. Si vous voyez votre expert une fois par an au moment du bilan, c'est déjà trop tard, quoi. Il faut demander des business plans, il faut demander un prévisionnel, il faut être proactif en fait dans la démarche, dans le pilotage de votre société. C'est Et, ça. euh, et ça, c'est bien amont en fait de rencontrer les difficultés. Comme ça, vous pourrez les anticiper, ces difficultés. Ok. Question 9. La gestion des compétences via un plan de développement des compétences peut-elle être l'une des solutions pour faire face aux difficultés financières? Je suis embêté avec la question parce que la gestion des compétences, elle est nécessaire pour que l'entreprise s'en sorte bien, quel que soit le sujet. Les difficultés, vous en aurez de toute façon. Qui avait prévu les attentats de 2001? Qui a prévu 2008? Qui a prévu la guerre en Ukraine? Personne. Donc,
on aura de toute façon tout le temps des solutions. Donc la gestion des compétences, alors je rappelle que c'est une obligation, hein, c'est-à-dire qu'on doit faire un plan de formation tous les ans et que la gestion des compétences, elle se fait aussi par ça. Mais donc il faut absolument que vous puissiez intégrer la gestion de vos compétences et les RH dans la gestion normale de votre entreprise au même titre qu'un plan d'action commerciale ou un plan d'action de recouvrement de trésorerie. Donc, une super stratégie avec des gens qui ne sont pas au niveau ou pas à leur place, ça ne fonctionne pas. Et une super équipe, mais qui a une stratégie qui elle ne sait pas où elle va, ça ne marche pas non plus. Donc, la gestion des compétences, elle doit se faire, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, vous devez en faire sans savoir que vous en faites. Mais exactement. Vous êtes par exemple dans un secteur d'activité comme de la communication, marketing, publicité. Auparavant, les compétences maintenant demandées, avec toute l'intelligence artificielle qui se développe, elle est peut-être pas comme avant, elle est sur la gestion des outils, la gestion de l'informatique, la gestion de ces intelligences artificielles. Donc en fait, c'est l'accompagnement en fait de vos équipes à travers un plan de développement, effectivement, peut vous permettre d'anticiper en fait les futures difficultés. Mais ça peut être un élément, mais ça fait pas tout, quoi, Ça pas ne fait pas toujours. face, hein. On ne fait pas face aux difficultés avec ça, puisqu'en général, il est trop tard, quoi. Mm. Ok, on a une question sur le chat. Comment demander une demande de délai de paiement à l'URSSAF alors que nous n'avons pas encore eu de problème de paiement, mais que nous l'anticipons? Cette demande ne peut pas être faite tant que nous ne sommes pas en difficulté. Non, effectivement, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas en état de cessation des paiements, vous n'allez pas devant le tribunal, et tant que vous n'avez pas encore de dette, vous ne pouvez pas saisir en amont par exemple l'URSSAF. C'est pour ça que je disais, il faut créer volontairement de la dette. De la dette, C'est-à-dire ouais. que volontairement, vous n'allez plus payer. Il faut faire toutes les télédéclarations. Attention, il faut toujours déclarer. Si on n'est pas si on n'est pas en procédure collective, vous payez bien vos charges salariales. Ça, c'est primordial. C'est pareil, elles ne vous appartiennent pas. Vous payez vos charges salariales, mais pas les charges patronales. Et pendant au moins 3 mois, vous ne payez pas volontairement en fait ces dettes-là. Et donc, vous allez recevoir des mises en demeure, c'est normal. Vous allez recevoir un premier commandé, hop, défaut de paiement, c'est logique. Vous faites une durée, là, c'est vraiment de la pratique, hein. On fait ça pendant une durée de 3 mois, parce que je vous dis, après, vous allez avoir les huissiers, les saisies sur les comptes, c'est pas le but. Et c'est après un délai de 3 mois et demi, que là, vous pouvez aller voir l'URSSAF, entre autres, et de dire, eh ben, au fait, j'ai pas créé, hein, on va pas leur dire ça, mais j'ai de la dette, et là, je vous demande un échéancier. Et Alors, c'est pas toujours accepté, attention, hein. tout à fait. Et je mets une casquette de chef d'entreprise. Moi, je vous propose de plutôt payer vos fournisseurs pour ne pas avoir à payer au cul du camion Ouais, et toujours avoir la ouais. matière première pour pouvoir Mm. continuer à travailler. Il vaut mieux avoir aujourd'hui des dettes avec l'État que d'avoir des dettes avec ses fournisseurs. Donc, c'est vraiment pour protéger le business, hein, pour faire que vous soyez toujours là demain. Il faudra les payer, hein, les dettes de l'État, de toute façon. C'est pas un problème. Enfin, c'est Mm. pas. Si, ça peut l'être, mais en tout cas, il faudra le faire. Mais si vous avez un souci avec vos fournisseurs, ils vont vous faire payer au cul du camion 15 jours après. Et là, ça peut être dramatique. Mm. Et, et là, je vois la question. Si vous êtes prélevé automatiquement, bah, vous appelez votre banque et vous rejetez le prélèvement, hein. Voilà, et on réduit le prélèvement. Oui, oui. Ouais, oui. Pour les questions complémentaires, et si vous pouvez utiliser le chat, c'est plus simple. Parce que comme ça, on n'a pas besoin d'ouvrir les micros. Donc, n'hésitez pas à poser les questions directement dans le chat. Question 10. Que peut-on négocier avec les fournisseurs pour obtenir des délais de paiement, voire même obtenir un moratoire pour étaler le règlement de la dette et maintenir une relation commerciale avec eux? Et pour les agriculteurs en particulier, il est également question de 2 aides de l'État à mettre en place en partenariat avec la banque. Qu'en est-il vraiment? Première partie de la réponse, rien. Puisque vos fournisseurs, voilà, alors évidemment, tout ça est très T'es dox. vachement optimiste. Ah non, mais et probablement que vous avez des relations avec vos fournisseurs qui permettent éventuellement d'arranger des bidons. N'oublions pas que les fournisseurs sont des entreprises comme les autres et qu'elles ont les mêmes problématiques Ouais. que vous, c'est-à-dire qu'on a des problématiques aujourd'hui de trésor, de délai de paiement, d'augmentation des matières premières. Enfin bref, tout le monde est dans la même barque. Donc aujourd'hui, là, je vous parle de statistiques, de ce que je vois et de ce qu'on voit au cabinet au quotidien. Négocier avec des fournisseurs pour obtenir des délais de paiement, on a plutôt tendance à avoir des délais de paiement qui se raccourcissent. Enfin, en tout cas, on nous demande des sous beaucoup plus vite qu'avant. Donc, probablement que c'est très difficile.
Pour le moratoire, pour étaler un règlement d'une éventuelle dette et de maintenir la relation commerciale, bah, tout dépend des relations commerciales que vous avez avec eux. Si c'est un nouveau fournisseur, je vous souhaite bon courage. Si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez depuis 30 ans et que vous connaissez un creux d'activité et qu'il connaît très très bien votre métier, il peut gérer ça avec vous. Donc c'est vraiment du cas par cas, mais partez du principe que vous n'aurez rien. Et donc si vous avez quelque chose, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Alors après, si vous avez certains fournisseurs avec, enfin, la possibilité aussi, c'est d'ouvrir la fameuse conciliation aussi. Et là, vous passez devant le président du tribunal de commerce, pardon, et vous pouvez solliciter un échéancier sur 24 mois. Alors après, c'est de l'amiable, c'est des procédures amiables, c'est plus formel parce que vous passez devant le président du tribunal, le fournisseur est convoqué au président du tribunal, donc tout de suite, on n'est pas sûr, et salut, comment ça va? Ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Bon, voilà, on passe à un petit stade, mais voilà, dans les degrés. Vous avez la négociation amiable, vous passez en conciliation éventuellement, et puis après, si vous êtes en procédure collective, bah, de toute façon, à la trame d'un plan, vous vous étalez sur 10 ans, et puis on ne leur demande pas trop leur avis, quoi. Et alors, juste pour compléter avant qu'on arrive sur la deuxième partie de la question, moi j'ai vu avant Noël un fournisseur qui se faisait un peu tordre le bras, mais avait dit oui à son client pour négocier un délai de paiement et qui finit par le mettre au tribunal, hein. C'est-à-dire qu'il le met au tribunal quasiment en RJ. Alors, je ne sais plus, Carole, comment ça s'appelle, mais c'est comme une injonction. Enfin bref, on se retrouve devant le président du tribunal mis par le fournisseur alors que jusque-là tout allait bien. Et quand on a creusé, Ouais. bah, on s'est aperçu que le fournisseur, lui, venait de se faire planter par ses fournisseurs, par ses clients à lui, vraiment sur 2 ou 3 sujets. Et là, il y a plus de copains qui tiennent, hein. Ouais. Sur la partie des agriculteurs, effectivement, il y a 2 nouvelles aides là, qui sont mises en place. Vous avez le système d'un prêt à moyen terme, donc c'est une durée de 2 à 3 ans maximum. En fait, la volonté de l'État, c'est de diminuer et surtout de figer le taux d'intérêt bancaire. Donc là, vous avez un taux d'intérêt, si vous avez un emprunt sur 2 ans qui est limité à 1,75 et si vous êtes sur 3 ans, c'est à 2,35%. Ça, c'est la première aide de trésorerie. Et le deuxième, c'est vraiment un prêt spécifique, pareil pour les agriculteurs. Donc là, c'est sur une durée de 12 ans et c'est une sorte de prêt garanti par l'État aussi, un peu sur le même système qu'on avait eu pour les sociétés commerciales. Donc il est garanti par BPI à hauteur de maximum de 70% du montant. Et le montant maximum du prêt est de 200 000 euros. Voilà. Et BPI garantit 70%. Ils ont dupliqué le modèle du PGE, mais cette fois-ci pour les agriculteurs. Et c'est déjà mis en place, ça, par contre. Il nous reste 20 minutes. On se dépêche. Allez, on dépêche. Question 11. Face à un impayé, quelle est la solution? On a un peu répondu à la question. Quelle serait la procédure pour un paiement garanti face à une baisse brutale du chiffre d'affaires? Troisième question. Quel est le meilleur moyen de se prémunir contre les impayés de mes mandants hors procédure d'injonction de payer? Alors, paiement garanti, c'est paiement avant livraison. Donc ça, c'est top quand c'est possible. Paiement garanti, c'est quand on fait de la facturage, parce que ça peut exister aussi, mais ça a un coût, hein. Donc, soit on l'intègre directement dans le prix de facturation tout de suite ou pas. Face à un impayé, quelle est la solution? Alors, il n'y a pas tout à fait de solution. En revanche, il y a des choses qu'il faut faire très vite. Donc, il faut aller très, 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 très vite chercher l'argent. Donc, c'est le coup de fil, c'est parfois les menaces. J'entends, faut passer à un ton qui n'est pas tout à fait le même que celui d'avant. Il y a des entreprises, hein, qui vont chercher l'argent. Ça marche beaucoup, beaucoup mieux que quand c'est l'entreprise elle-même qui va chercher ça. Nous, on a l'habitude de travailler avec, par exemple, une entreprise qui s'appelle Moneyflow. Nos clients, on les met très, très vite dans les pattes de Moneyflow en leur disant, donnez votre créance à Moneyflow. Alors oui, ça a un coût, mais en revanche, on récupère... je crois que la statistique est de 80% du temps, on récupère. Et puis pour terminer, pour aller très vite, si vous y allez tout de suite, c'est-à-dire dans les 15 jours qui viennent, vous n'êtes pas payé, il y a quand même des chances que vous récupériez l'argent. Plus on attend, pire c'est. Après 12 mois, la statistique est quasi nulle. Donc, il faut se dépêcher. Face à la baisse brutale du chiffre d'affaires, il faut plier les ranger ses crayons de couleur très vite. C'est-à-dire qu'il faut enlever le maximum de charges très très vite pour passer la crise. Malheureusement, ça passe parfois par des PSE, ça peut passer par du chômage partiel, mais ça, Carole vous en parlera. Donc il faut aller très très vite. Et puis le moyen de se prémunir contre les impayés, c'est de faire du prélèvement.
déjà, ça c'est un premier sujet, de refuser les paiements par chèque, de ne prendre que les virements et d'aller chercher l'argent avec les dents. On a dit tout à l'heure. Ouais. Question suivante. On a une question dans le C'est chat, ça. mais vu que c'est quelqu'un qui est interne à Nextinso, on lui répondra ultérieurement pour Séverine, je pouvoir t'appelle. déjà à toutes les Séverine, je questions. t'appelle. Voilà. Ok, merci. Comment constituer une trésorerie pour une entreprise de prestation de services avec peu de sous-traitance, par exemple? Tout à l'heure, Carole l'a dit et j'ai insisté lourdement, des acomptes. Alors, Ouais. non, pardon, je vais le prendre dans l'ordre. Quand on fait son business plan et qu'on démarre une activité, il faut mettre dans le plan de financement de la trésorerie. Donc c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est effectivement d'aller chercher l'argent chez les clients, là où il est. Euh, donc ça, c'est extrêmement important. Et troisième sujet qu'on peut aller regarder, mais c'est plutôt quand on va bien, c'est d'aller chercher des billets de trésorerie chez les banquiers, de les faire signer. Euh, Quitte à ne pas utiliser les billets de trésorerie qu'on a pris. Je vais vous parler, moi, d'un exemple que j'ai connu dans 2 des 4 entreprises que j'ai pu retourner, où j'arrivais, j'avais la confiance des banquiers, donc je me dépêchais tout de suite en allant voir les banquiers, de leur demander des billets de trésorerie que je pourrais tirer le cas échéant. Résultat, j'en ai tiré qu'une fois sur les 4 billets que j'avais. Mais en tout cas, une fois que vous les avez, vous les avez. Ça se renégocie tous les ans. Donc il faut y aller tout de suite. Ok. Comment se passe une liquidation judiciaire? Je vais tout de suite commencer, Carole, avant le juridique. Ça se passe pas bien. C'est-à-dire que c'est une épreuve difficile. Là, je parle que de la Moi, j'allais dire partie. que ça se passe parfois bien. Et ça, c'est la partie. Là, c'est dur, c'est hyper dur d'aller en liquidation judiciaire. Ça n'est pas un échec total, mais en tout cas, c'est pas une réussite. Donc, ça veut dire que c'est un acte de gestion que le dirigeant doit être en capacité de faire, parce que des fois, de liquider une structure, c'est un acte de gestion. Donc, il ne faut pas en avoir peur. En revanche, de là à vous dire que liquidation judiciaire, les gens sortent du tribunal en chantant Tata Yo-Yo et qui vont se taper la cloche au restaurant à côté, c'est pas... Non, ça se passe pas tout à fait comme ça. Donc, c'est difficile quand même, mais ça peut bien se passer juridiquement. Oui. Oui, je suis d'accord. Effectivement, toujours encore une fois, c'est la psychologie du dirigeant. Il faut vraiment se dire qu'en 2025, on ne cloue plus au pilori les chefs d'entreprise qui vont au tribunal et qui se C'est mettent en vrai, liquidation judiciaire. C'est quand même c'est très vrai. important. Vous arrivez en fait au tribunal, vous êtes face à 3 juges, mais ces 3 juges professionnels, ils sont soit experts comptables, anciens chefs d'entreprise, enfin voilà, donc ils comprennent les difficultés, ils ont même peut-être déjà subi eux-mêmes ces, Tout ces à fait. difficultés-là. Donc, comment ça se passe? C'est pas toujours, vous n'êtes pas au pénal, en cour d'assises, et puis vous êtes jugé vraiment de manière très, très abrupte, quoi. Pas du tout. Alors, évidemment, si vous avez fait de l'abus de biens sociaux et que vous avez acheté une Ferrari avec la société et que vous êtes parti aux Bahamas, bon, là, ça va pas très bien se passer, hein, on est bien d'accord. Euh, Concrètement, on dépose un dossier, on a tout un dossier qui est fait, qui peut se faire de manière dématérialisée maintenant directement sur le tribunal digital. Actif, passif, qu'est-ce qui reste dans la société, quelles sont les dettes. Et là, en fait, on se présente au tribunal. Donc nous, par exemple, moi, j'accompagne nos clients. Vous n'êtes pas obligé de se présenter avec un avocat, c'est pas obligatoire. Vous pouvez y aller tout seul, vous pouvez y aller avec votre expert comptable, avec votre conseiller. Et en fait, ils vont vous demander bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous est arrivé. Ils vont vous écouter et là, ils vont ouvrir une procédure qui généralement se fait tout de suite. C'est une décision, ce qu'on appelle sur le siège. Vous arrivez le 23 janvier. Le 23 janvier, vous avez la liquidation judiciaire. Ils vont nommer un mandataire liquidateur qui est un mandataire judiciaire. Attention, à partir du moment où la liquidation est ouverte, le chef d'entreprise est totalement dessaisi de la gestion de ses biens. Donc, de la gestion de la société. Il n'a plus la main sur les comptes bancaires, il ne peut plus recouvrer les... Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment le Ce qui n'est mandataire pas qui le a la cas du redressement signature. judiciaire. Voilà. Hein. Ce Ce qui qui n'est n'est pas le cas du pas le cas du redressement redressement judiciaire. La liquidation, en fait, c'est la mort de la société, c'est l'arrêt d'activité. Donc, on arrête l'activité, vous n'avez plus la main sur les comptes, et du coup, c'est le mandataire. Alors, vous devez coopérer, attention, avec le mandataire, mais par contre, vous n'avez plus la signature sur rien pour votre société. Et il n'y a pas forcément d'action de sanction sur une interdiction de gérer ou de comblement de passif, autre chose, hein. Même si vous avez des dettes, ce n'est pas automatique.
Juste pour compléter ça, aujourd'hui, moi, je suis sur un sujet où un dirigeant a 3 entreprises qui sont dans la même activité, mais de trois sites différents. Il y en a une qui ne passera pas l'hiver, donc on vient de la déposer en liquidation directe, hein, il n'y a même pas de RJ. Et le tribunal a considéré que c'était un véritable acte de gestion pour protéger les 2 autres. Donc, il n'a pas eu les félicitations du tribunal, on n'en est pas là. Mais en tout cas, ça a été vraiment oui, mentionné comme un véritable acte de gestion. Et donc là, moi, je l'accompagne à côté sur le retournement des 2 autres structures. Il fallait passer par cette liquidation judiciaire. Là, il y a une Ok, petite question question. 14. Pardon, dans le chat, il y a juste une question qui arrive avec la liquidation. Qu'est-ce qui se passe si le mandataire tarde pour la fermeture définitive de l'entreprise et que les dettes sont réclamées sur les biens personnels? Ça dépend en fait. Si vous êtes caution personnelle d'une banque, la liquidation, la caution s'active, hein. Donc le mandataire, il a pas, enfin, qu'il agisse vite ou pas, si vous êtes caution personnelle sur un emprunt bancaire, automatiquement la caution s'active. Donc de toute façon, maintenant, il y a des liquidations simplifiées. De tête, ça doit être 12 ou 18 mois, parce que j'étais pas mandataire, j'étais côté administrateur, mais ça doit être 12-18 mois, et de toute façon, maintenant, les liquidations sont clôturées beaucoup plus rapidement. Ok. Quelle technologie, activité ou tendance émergente qui n'est pas encore sur le radar de la plupart des experts pourrait aider les entreprises à ne pas être en difficulté dans les 5 prochaines années? Et comment se positionner dès maintenant pour en tirer parti? Alors moi, Laisse Fabien. je vais mettre plein de gens à regarder ça parce que dès qu'on va l'avoir trouvé, je vais déposer le brevet On vous dira rien. et on vous dira. Alors, j'aimerais tellement, et je pense que Carole, quand on a préparé cette émission, Oui. ce webcast, on aimerait tellement. Alors, il y a plusieurs choses dans la question. Alors, dans les difficultés dans les 5 prochaines années, bah, malheureusement, je ne sais pas quelles vont être les difficultés dans les 5 prochaines années. Non, mais on est Pareil, suffisamment bon. j'aimerais bien avoir la boule de cristal, mais je ne l'ai pas. Malheureusement, il y aura pas ça. Alors, on a des grandes tendances. On voit bien que l'IA est en train Oui. de changer quand même la nature de pas mal de métiers. Ouais, ok. On nous avait dit qu'Internet, quand c'est sorti, il y a maintenant, c'est plutôt dans les années 90, que ça allait tuer la moitié des jobs. Ça n'est pas le cas. Mm. On a dit qu'on ne se relèverait pas de la crise des subprimes. On s'en est relevé. Bon, voilà. Comment se positionner dès maintenant pour en tirer parti? Alors non, c'est en fait pour ne pas subir de crise, il faut anticiper. Alors vous allez dire, ils sont monomaniaques avec ce mot-là, mais anticiper. Et on aime bien quelques citations. C'est il n'y a aucun plan de bataille qui ne résiste au premier coup de canon, mais il faut un plan de bataille. Donc il faut qu'on fasse des plans de bataille pour s'entraîner. Et puis quand arrive la crise, ben, on saura où regarder, comment bifurquer, mais en tout cas, il faut s'entraîner. Ok. Hop, question suivante. Une association, justement, peut-elle envisager un plan social en cas de trésorerie représentant une année de fonctionnement? Oui. Oui, oui, une association peut parfaitement envisager un plan social. C'est pas parce que c'est une association pardon, avec des subventions publiques qu'elle ne peut pas se restructurer. Il faut faire juste attention. Des fois, vous avez des quotes-parts des subventions publiques qui sont vraiment conditionnées à un maintien Mm. de salariés. Là, c'est vraiment spécifique en fait à l'association. Mais globalement, oui, oui, moi j'ai déjà fait des plans de licenciement économique de manière très très importante dans des associations et ça passe exactement pareil qu'une société commerciale. On a juste oublié un tout petit peu dans notre cher pays qu'une association n'était pas là pour faire des dettes, hein, qu'elle est là quand même pour au moins être Ah à oui. zéro. Et que donc un plan social, moi je ne connais pas un dirigeant qui se lève le matin en disant Youpi, je vais virer du monde. Mais vraiment, je vois pas. On a plutôt envie d'embaucher et on a quelques soucis. Donc Ça dépend qui cible. Des fois, il une peut se dire, association, ouh, une association qui a envie de se développer, qui a envie toujours d'être là alors qu'elle subit une crise assez dure. Et vous allez voir qu'il va rien avoir parce que moi, j'ai la chance d'habiter dans la plus belle des régions, qui est celle des Pays de la Loire, où on a une présidente de région qui vient d'enlever 100 millions d'euros de hum, subventions aux hum. associations. Bah, nécessairement, ça va remettre un peu l'église au milieu du village sur certaines assos et il va y avoir des plans sociaux qui vont être mis en place pour conserver l'association. Quand peut-on mettre en place un chômage technique dans l'entreprise et quelles sont les conditions pour qu'il soit accepté?
Alors, le principe, vous pouvez le mettre en place quand vous voulez. Il n'y a pas de. Voilà, vous décidez. Voilà. Par contre, c'est la mise en place et les conditions de mise en place qui sont compliquées. On n'est plus du tout à la période du Covid où là, on avait le chômage technique. Chômage technique, chômage partiel, c'est la même chose, hein. Où on avait le chômage technique qui pouvait se décider comme ça, même si l'État est revenu quelques années par la suite en nous redemandant des précisions et qui pouvait revenir sur les subventions qui avaient été accordées, hein. Donc, il faut faire attention. Là, aujourd'hui, c'est très restrictif, c'est très dur. Et le dossier est assez long. Donc, on le demande auprès de la DRETS maintenant, c'est la direction régionale, ça a tellement changé de nom d'entreprise. Enfin bref, tout ce qui est inspection du travail, direction du travail. Et donc, du coup, il faut vérifier surtout que votre situation économique, les difficultés que vous allez rencontrer, qu'elles soient ponctuelles. Il ne faut pas que ça soit vraiment, en fait, voilà, une restructuration complète ou un business model qui ne fonctionne plus. Par exemple, vous travaillez pour des prestataires de salon, des événements, et puis pendant 4 mois, les 4 premiers mois de l'année, il ne se passe rien, vous n'avez pas de salon. Ben voilà, là, vous pourriez demander du chômage partiel pour vos salariés. Parce que vous justifiez que c'est pendant une durée déterminée et qu'après, vous avez un carnet de commandes qui se rend flou. Il faut décider du nombre d'heures qui est concerné, de la catégorie des salariés qui sont concernés. Par exemple, si vous avez une catégorie de commercial et puis de la production, si vous n'avez pas de production en attente, il vaut peut-être mieux mettre en chômage technique les gens de la production et pas le commercial pour développer votre chiffre. Donc ça, vous pouvez le décider aussi. Par contre, le conseil, si par exemple, vous avez 3 salariés et vous voulez mettre une personne en chômage technique, ça fait beaucoup de coûts, Ouais, beaucoup de c'est ça. dossiers pour pas grand-chose. Parce qu'en plus, les subventions, vous n'avez pas 100% du salaire, les salariés perdent aussi. Il faut vraiment avoir un besoin vraiment conséquent, quoi. Sinon, Avant le chau- Avant le ouais, je vous le chômage technique, ouais, tu as conseille raison pas sur sinon. la partie ouais, Non. de la petitesse des structures des fois qui vont pas. Avant le chômage Ouais, technique, il y a un vrai sujet qu'il faut regarder, c'est la modulation horaire et dans le ouais, temps, dans l'année. Parce que on a si vous êtes en station de ski, c'est mieux si on a du monde pendant l'hiver que l'été. Et donc, ça peut se régler par des modulations horaires. Donc, ouais. on a tout un tas d'activités, nous, qu'on accompagne qui sont cycliques. Et effectivement, ça fait partie du boulot de chef d'entreprise. C'est un peu compliqué à mettre en place, hein, ces modulations. Je parle intellectuellement parce qu'il Mm. faut arranger tout le monde, mais ça peut se mettre en place. Ok. Quelle base de données fiable peut-on consulter pour savoir si une entreprise est en difficulté? Ça, c'est assez simple, je pense. Oui, oui, Papers. vous avez le site de la Banque de France qui donne des notations aux entreprises. Vous avez par exemple tout ce qui est publicité. Donc, vous avez société.com, Papers, où vous avez toutes les mesures de publicité. Si jamais vous avez une société en difficulté, procédure collective, ouverture, comme c'est publié, vous avez toutes ces bases-là qui sont accessibles, gratuites, sans difficulté. Paper, c'est plus pratique que société.com pour l'utiliser tous les jours, mais c'est Ouais, le mais même sujet. il n'est pas toujours à Il jour n'est là, pas ces toujours à derniers temps. jour, mais c'est Ouais, plus il n'est pas toujours à facile. jour. Donc, voilà, ça va pas peser. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, question 18, comment anticiper avec la trésorerie disponible un arrêt d'activité, connaître le montant total de tout ce qui devient exigible au moment de la cessation? Le, le principe, c'est qu'à partir du moment où vous arrêtez une activité, là je pense qu'on parle de liquidation judiciaire, enfin, si c'est une liquidation amiable, vous arrêtez, vous payez toutes vos dettes et hop, on met fin tranquillement à la société. Si c'est sur une liquidation judiciaire, vous avez pareil la théorie et la mise en pratique, quoi, hein. Et vous ne le dites pas au juge. Mais la théorie, c'est que normalement, vous n'avez pas le droit de toucher. Il s'ouvre une période suspecte avant l'ouverture de la procédure collective. Donc normalement, en fait, tout est un peu figé C'est et assez vous long, hein, devez. d'ailleurs. Oui, qui peut aller jusqu'à 18 mois avant l'ouverture de la procédure collective. Ça veut dire qu'en fait, le procureur de la République, surtout le mandataire, peut regarder toutes les opérations qui ont été faites pendant une durée de 18 mois avant l'ouverture pour vérifier si vous n'avez pas vendu votre véhicule X3 à votre grand-mère pour 100 euros. Enfin voilà, ils vont vérifier, ils peuvent remettre en cause l'intégralité en fait des opérations qui ont été faites. Donc ça, c'est le principe. Après, en pratique, évidemment, c'est pareil, c'est le chef d'entreprise qui décide, mais si par exemple, vous avez un peu de trésorerie, vous avez vendu tous vos actifs, vous avez de la trésorerie sur le compte, et si par exemple, vous avez un gros emprunt bancaire où vous êtes caution personnelle,
Eh ben oui, j'ai des chefs d'entreprise qui vont payer la banque parce qu'ils vont dire bah ouais, vous êtes gentil, mais sinon c'est moi qui vais taper la caution personnelle, ils n'ont pas forcément envie. Donc arrivé avant la liquidation judiciaire, ils prennent le risque de dire bon bah ok, j'ai payé ça quoi. C'est ça. Ça se fait, ça se voit, on le voit assez régulièrement. Pareil, très important, si vous êtes en SARL, les dettes, ce qu'on appelait avant RSI, donc le SSI, vos dettes de cotisation, ce sont des dettes personnelles du dirigeant. Ça n'arrivera jamais dans le passif de la société. Donc ça, c'est très important. Je vous invite à les régler en priorité parce que de toute façon, sinon, c'est vous, gérant personne physique, qui serez vous Voilà, serez c'est compliqué. poursuivi pour le paiement de ces dettes-là. Et Ok. le montant total de Ouais. la cessation, ça s'anticipe, on peut le prévoir. Voilà, vous avez le coût du greffe, vous avez le coût du mandataire judiciaire, ces honoraires sont prévus par décret. Enfin voilà, donc ça peut se calculer avant. Et quelle solution a-t-on à notre disposition pour rester en activité dans le secteur du bâtiment qui souffre beaucoup actuellement? Hyper dur cette question. Hyper dur cette question. Je vais refaire la même réponse que j'ai fait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se mettre un peu en sommeil pour ne pas trop se fragiliser quand le marché va reprendre. Parce que le marché va reprendre. Structurellement, il nous manque des logements en France. Donc, le secteur du bâtiment n'est pas condamné. Il y a deux autres sujets qui sont importants, c'est la loi de finances, puisque sans loi de finances, les promoteurs sont tous le pied sur le frein. Et le troisième sujet est celui qui n'est peut-être pas très bon pour la planète, mais en tout cas pour être un booster l'année qui vient. C'est lundi dernier, il a été évoqué un pseudo-abandon, ou en tout cas une baisse des exigences sur la CSRD qui pouvait impacter énormément les gens du bâtiment. Et puis également sur la partie des logements qu'on dit logements passoires. Aujourd'hui, le gouvernement semble peut-être en train de regarder à remettre le bâtiment en route. Donc il faut faire le dos rond. Donc je sais que c'est très difficile à entendre parce que ça veut dire qu'il faut se séparer de personnel qu'on a du mal à retrouver. Mais en tout cas, il faut faire le dos rond parce que ça va repartir. Donc c'est une sale période, Donc là, mais je vois pas tellement d'autres choses. oui, les cas concrets, c'est encore une fois, on en revient toujours à la même chose, la possibilité d'étaler vos dettes, donc c'est CSF, enfin voilà, vous pouvez créer volontairement, hop, vous avez une trésorerie qui vous permet de tenir un petit peu. Si vous Mais avez c'est un beaucoup de moratoire, salariés, il faudra les payer, oui, hein, c'est un faudra les moratoire, payer. il faudra les payer. Vous avez peut-être aussi le chômage partiel, si vous avez beaucoup de salariés, de se Mm, dire, bon, ben, j'envisage. Vous avez aussi dans le bâtiment les congés pour intempéries, si vous mm. êtes dans le froid ou dans le chaud, enfin voilà, de se dire, bon, bah, je mets les salariés. Et puis, effectivement, comme présenté par Fabien, peut-être aussi l'annualisation, hein, de se dire, bon, bah, regarder par rapport aux conventions collectives, aux accords d'entreprise, se faire conseiller là-dessus et de se dire, bon, bah là, hop, je module le temps de travail de mes salariés. Et à qui demander une participation à la perte de chiffre d'affaires suite à des travaux publics, plus une fête foraine pendant 15 jours, isolée par des manèges ouverts pendant 8 jours? Commerce isolé, pardon. Ouais. Par des Bah manèges là, ouverts pendant... Là, c'est au bon vouloir en fait de vos collectivités locales, C'est ça. territoriales. Enfin, Ouais. moi, je donne l'exemple que j'ai connu par cœur. Hein, c'est si vous connaissez la ville d'Orléans, vous avez la grande place principale qui a été en travaux pendant des années. Tous les commerces, tous les restaurants ne pouvaient plus ouvrir de terrasse. Ils sont tous passés en procédure collective et ils ont eu aucune aide. C'est voilà, c'est malheureusement les travaux publics n'amènent pas obligatoirement une indemnisation des entreprises. Donc il faut toquer à la porte de votre maire, il faut toquer à la porte de la région, du département et de se dire au fait, est-ce que vous pouvez, mais c'est vraiment au bon vouloir, il y a Ouais, pas tout à fait. d'obligation en fait. Question, avant-dernière question. Comment mettre en place un plan de restructuration pour une entreprise composée de 3 personnes? Euh, c'est difficile de vous répondre comme ça parce que c'est vraiment multifactoriel. Donc, la restructuration, elle est quoi? Elle est financière, elle est commerciale, c'est hyper dur. Donc, la première, si la personne qui a posé cette question veut qu'on en discute, elle me contacte. Mais c'est difficile de répondre comme ça puisque chaque restructuration dépend d'un contexte, puisque c'est toujours contextuel. C'est toujours contextuel. Et donc, il faut bien connaître ce contexte pour pouvoir vous donner la bonne réponse. Ah moi j'avais compris que c'était une restructuration sociale. Ah, Euh, pardon.
Non, mais je n'ai peut-être pas compris la question, hein. Mais en tout cas, si c'est une restructuration sociale, ça veut dire une restructuration sociale, on est sur des licenciements économiques, vous anticipez en fait des difficultés, vous avez des difficultés, enfin voilà, donc la procédure de licenciement économique, où il y a des critères bien C'est définis très par la loi, cadré. voilà, vous décidez Ah, pas, toi pardon. je t'aime pas, tu pars, quoi, ou toi tu es le moins compétent. Bah, c'est peut-être vrai en pratique, le droit du travail ne l'accepte pas, cette Ouais. notion-là. Donc, généralement, si vous n'êtes que 3 personnes et qu'il faut faire partir une personne, moi, je conseille d'abord la rupture conventionnelle parce qu'en plus, ça vous coûtera moins cher en chef d'entreprise qu'un licenciement économique. Même si l'indemnité est la même, vous n'avez pas de préavis, alors qu'en licenciement économique, le préavis est payé à Pôle emploi, enfin à France Travail. Ouais. Donc, la rupture conventionnelle vous coûtera moins cher. Ok. Dernière question. Vers quel professionnel se tourner en cas de première difficulté ou de difficulté plus prononcée? Alors, il se trouve que vous êtes au sein du groupe Inextinso. Le premier, et en général, c'est des fois lui qui prévient, c'est l'expert comptable. L'expert comptable, il est au quotidien dans les chiffres, donc il voit rapidement ce qui peut aller ou ne pas aller. Donc le premier professionnel, j'ai envie de vous dire, c'est lui. Et le deuxième, en général, c'est nous, c'est-à-dire des cabinets de conseil qui sont très les mains dans le cambouis et qui viennent au-delà du chiffre aller chercher ce qui peut se passer réellement dans le moteur. Donc voilà, puis après les difficultés plus prononcées, une fois que l'expert comptable a fait son alerte, on va dire, que des gens comme nous faisons diagnostic et mettons en place un plan d'action, et puis si derrière ce plan d'action ne porte pas ses fruits, bah là, il faut se retourner vers le juridique, parce que souvent c'est un problème juridique, enfin en tout cas ça va dans les mains du juridique. Voilà à peu près le schéma. Ok. On a une question. Quel est le délai pour réembaucher après? Ah, tu as répondu. Pardon. Ouais. En fait, c'est pas automatique, c'est-à-dire que c'est le salarié que vous pouvez embaucher dès demain. En fait, c'est ça qui est terrible. Vous pouvez embaucher dès demain, même un licenciement économique. Sauf que le salarié qui est licencié a ce qu'on appelle une priorité de réembauchage. C'est-à-dire que vous devez, pendant une durée de 12 mois, des fois, des conventions collectives poussent jusqu'à 18 mois. 18 Mais mois, ouais. à 90%, c'est 12 mois. Et donc, ça veut dire que vous devez vous embaucher en CDD, en intérim ou en CDI, vous devez faire appel à cette personne que vous avez licenciée. C'est un nouveau contrat, nouveau salaire, nouvelle prestation, tout, hein. Vous n'êtes pas obligé de lui reprendre ses droits acquis et son Il faut que ancienneté. ses compétences soient quand même malgré tout. Si le mec était boulanger et qu'on veut un peintre, voilà. On est d'accord. On est d'accord. Mais la jurisprudence est très dure. Oui, Vous devez quand même le mentionner parce qu'il a peut-être fait une reconversion et vous n'êtes pas au courant. Exactement. Ouais. Ok. Bon, bah, merci à tous. On a dépassé un petit peu de Un mot 6 d'ordre minutes. avant de terminer. Je pense que Carole va être d'accord avec moi. C'est anticiper. C'est primordial. C'est-à-dire qu'on préfère, Carole et moi, et là on vous parle de job hein, et pas de business forcément économique. Notre job, c'est d'accompagner les entreprises qui sont en mutation d'ailleurs, plus que de difficultés. Ça peut arriver que ce soit en difficulté. Mais en tout cas, on préfère qu'on nous appelle, qu'on aille voir des entreprises et que finalement, il y ait peu de choses à faire que d'arriver à un moment donné où là, on est vraiment contraint à la fois par le temps et l'argent. Ouais. Exactement. Utilisez les outils mis à votre disposition, les suivis de trésorerie, les budgets de trésorerie, les business plans. Allez voir des conseillers qui sont bons parce qu'il y en a plein. Et il y a, comme tout métier, il y a plein de mauvais. Donc, il y a plein d'experts comptables et comme tout métier, il y a plein de mauvais. Donc, du coup, vraiment, vous voyez quelqu'un qui vous aide à piloter votre entreprise. Voilà, exactement. Et n'hésitez pas à changer s'il ne vous convient pas. C'est très important d'être conseillé et d'être accompagné dans la gestion de votre entreprise. Ok, donc vous allez recevoir un mail de remerciement. Nous vous invitons à remplir le formulaire de satisfaction, à nous faire vos retours. Et contactez-nous, contactez-nous si vous avez des questions. Mais je vais envoyer vos coordonnées. Allez-y vraiment. Ce sera dans le mail. Vous aurez aussi le replay de l'émission et la prochaine émission, c'est en mars. Ce sera sur les salariés étrangers. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Bon Merci appétit. beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.